Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons introduire la comptabilité analytique de gestion. Quel est le plan de notre présentation? Nous allons entamer notre présentation par la définition de la comptabilité analytique. Ensuite, nous allons comparer la comptabilité financière et la comptabilité analytique. Nous allons continuer notre présentation par l'élaboration du schéma technique. Et donc, nous allons finir en analysant les charges de la comptabilité analytique. Avant d'entamer les points prévus dans notre présentation, nous allons d'abord ouvrir une parenthèse pour parler de l'origine historique de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique est née au lendemain de la crise économique de 1929. Crise économique qui a été caractérisée par la baisse considérable de la rentabilité des entreprises, surtout des entreprises industrielles. Il fallait alors trouver des solutions pour réduire le risque de faillite tout en maintenant les bénéfices. Rappelons que le bénéfice est calculé en faisant la différence entre le chiffre d'affaires, le prix de vente et le coût de revient. Deux solutions étaient alors envisageables. Soit augmenter le prix de vente, ce qui ferait fuir le peu de clients qui restaient dû à la crise, ou diminuer le coût de revient. Et c'est la solution qui était la plus pratique. Diminuer le coût de revient renvoie d'abord à connaître ces différentes composantes, à savoir le coût d'achat, le coût de production, le coût de distribution. C'est alors que ces entreprises font donc face aux limites de la comptabilité financière, incapables de fournir ces informations. Il y a donc une nécessité de mettre en place la comptabilité analytique. Quelles sont alors les limites de la comptabilité financière? La comptabilité financière donne un résultat global. Donc, impossible de donner, de trouver à la fin de l'exercice comptable le résultat par produit. La comptabilité financière donne un résultat annuel. Le résultat se calcule donc à la fin de l'exercice comptable, donc à la fin de l'année. Donc, vous êtes mis devant le fait accompli. Impossible d'agir donc sur ce résultat. Les informations données par la comptabilité financière ne tiennent compte que de l'aspect monétaire. Donc, impossible en comptabilité financière de trouver des informations liées aux quantités pour pouvoir suivre l'évolution des stocks. Les charges de la comptabilité financière sont classées par nature. Donc, classées selon qu'elles soient charges liées à l'exploitation, qu'elles soient charges liées à l'activité financière, donc qu'elles soient charges liées à l'activité ordinaire de l'entreprise ou des charges hors activité ordinaire.
La valeur des stocks est déterminée à la fin de l'exercice comptable. Donc, le stock est connu en comptabilité financière. Nous parlons de l'inventaire intermittent. Le niveau du stock est connu en début de période et à la fin, le stock. Donc, en début de période, le stock initial et à la fin de la période, le stock final. Donc, les valeurs du stock, les valeurs donc ne sont connues qu'à la fin de l'exercice comptable. Donc, ce sont ces limites-là, en fait, entre autres, qui ont poussé à la mise en place de la comptabilité analytique. Alors, c'est quoi la comptabilité analytique? La comptabilité analytique est un système d'analyse et de traitement autonome des données permettant de calculer des coûts et des résultats analytiques de nature à fournir des informations utiles à la gestion de l'entité. Donc, cette définition est tirée du Cisco-ADA révisé. Donc, c'est à dire que la comptabilité analytique est une évolution de la comptabilité financière. Elle vient compléter donc les informations données par la comptabilité financière. Donc, sa mise en place est vivement recommandée dans les entités. Comparons alors la comptabilité financière et la comptabilité analytique. Je signale d'ores et déjà que cette comparaison n'est pas exhaustive. Alors, la comptabilité financière est obligatoire dans toute entité. Donc, or, la comptabilité analytique est facultative, qu'il revient aux entités par rapport à leurs besoins de gestion, donc de mettre en place la comptabilité analytique. Elle est facultative. Les informations de la comptabilité financière sont destinées aux utilisateurs externes, entre autres l'État, les banques, les associés, les actionnaires, euh, les tiers de l'entreprise, notamment les clients, les fournisseurs. Les informations de la CAGE, de la comptabilité analytique de gestion, sont destinées aux responsables de l'entité. Donc, pour assainir donc la gestion, pour optimiser la gestion de l'entité. La comptabilité financière est annuelle. Donc, débute du 1er janvier de chaque année à la fin de l'exercice comptable, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année. En comptabilité analytique, la périodicité est soit mensuelle pour corriger rapidement les imperfections dans la réalisation des objectifs de l'entité et continuer, poursuivre donc l'exercice comptable. La périodicité en comptabilité analytique est soit mensuelle, trimestrielle, donc selon les besoins de gestion ou d'optimisation de la gestion de l'entité. La comptabilité financière fait l'objet d'une normalisation. Donc, elle suit des règles, des normes comptables. La comptabilité analytique ne fait pas l'objet d'une normalisation. Elle est donc définie, comme nous l'avons déjà dit, dans l'entité selon donc ses besoins et ses priorités. La comptabilité financière donne des informations générales sur l'entité dans sa globalité. Nous l'avons déjà dit. La comptabilité analytique découpe l'activité de l'entité pour déterminer le résultat par produit. Au niveau de la comptabilité analytique, les activités sont découpées pour pouvoir bien suivre la gestion de l'entreprise, activité par activité,
produit, donc par produit. La comptabilité financière est un outil de contrôle et de preuve, alors que la comptabilité analytique est un moyen pour améliorer la gestion, pour améliorer la performance de l'entité. Alors, nous allons maintenant parler de la présentation du schéma technique. D'abord, le schéma technique est la représentation du processus de production et de distribution des biens de l'entité à l'aide des symboles. Donc, cela veut dire que pour présenter le schéma technique, nous devons nous servir des symboles. Alors, quels sont ces symboles? Nous avons les matières premières qui sont représentées par ce symbole. Donc, disons là, ce que nous avons devant nous là, ça veut dire matière première M1. Ce triangle représente le stockage. Donc, le stockage. Donc, dès que les matières premières, les produits finis sont stockés, le symbole de stockage est utilisé. Ceci représente l'atelier ou les centres de production dans l'entreprise. Ce symbole signifie fabrication du produit P dans le centre de production ou dans l'atelier de production. Là, nous avons la vente ou la distribution des produits fabriqués. Donc, voici les symboles qui vont nous aider à présenter le schéma technique. Donc, voici un exemple de schéma technique. Ici, nous avons pris l'exemple d'une entreprise de fabrication et de commercialisation du ciment. Le calcaire concassé, l'argile, le sable et l'oxyde de fer stocké sont envoyés dans le rôle de pré-homogénéisation où nous obtenons le mélange homogène, donc des mélanges homogènes. Donc ces différents mélanges sont directement envoyés dans l'atelier séchage et broyage où ces différents mélanges sont d'abord séchés puis broyés pour obtenir une farine. Donc cette farine est ensuite envoyée dans l'atelier cuisson où d'abord elle subit, donc la farine subit un préchauffage et ensuite envoyée dans un four à 1150 degrés Celsius. Et par après, nous obtenons donc le clinker qui est envoyé en stockage puis refroidi. Pré-refroidissement en stockage, ce clinker est envoyé dans l'atelier broyage où sont ajoutées des fournitures diverses pour obtenir les différentes qualités de ciment qui sont ensuite envoyées dans l'atelier conditionnement pour emballage. Donc, ils sont emballés dans des sacs, donc où nous avons maintenant des ciments mis en sac. Seront toujours les différentes qualités qui sont stockées et distribuées. Donc, voici un exemple de schéma technique. Donc, cas d'école, c'est ce schéma qui nous permettra de calculer les coûts hiérarchisés. Donc, dans une prochaine publication, nous allons revenir
sur la présentation du schéma technique et comment nous devons donc comprendre ce schéma-là pour résoudre cas d'école, nos exercices de comptabilité analytique. Alors, quelles sont les charges de la comptabilité analytique? L'objectif principal de la comptabilité analytique est de calculer les coûts. Nous l'avons même vu au niveau de la définition. Or, un coût est une somme de charges. Pour calculer les coûts en comptabilité analytique, nous devons nous baser donc sur des charges. Nous devons avoir donc des charges. Alors, cela pousse d'abord à retourner en comptabilité financière. Donc, comme l'avons également dit, la comptabilité financière est la base donc de la comptabilité analytique de gestion. Donc, les charges de la comptabilité financière. Nous avons les charges des activités ordinaires, sont décomposées en charges d'exploitation, donc les charges qui sont liées directement à l'exploitation de l'entreprise, et les charges liées aux activités financières de l'entité. Donc, ces deux catégories de charges la forment ce que nous appelons les charges des activités ordinaires. Donc, charges d'exploitation et charges financières. Nous avons également les charges hors activité ordinaire. La classe 8 impair, notamment 81, les numéros de compte commencent par 81, 83, 85, 87 et 89. Donc, ces deux catégories de charges-là sont appelées charges par nature. Donc, les charges que nous avons dans le plan comptable général. Alors, quelles sont alors les charges incorporables en CAI? Les charges incorporables en CAI, d'abord, ce sont les charges qui sont incorporées au coût en CAI. Donc, les charges qui sont utilisées pour le calcul des coûts en CAI. Donc, on a deux types, on a deux catégories. Nous avons les charges AO, activité ordinaire de la comptabilité financière, et les charges supplétives. Les charges supplétives qui, en réalité, sont des charges fictives ou théoriques, donc des charges qui n'existent pas en comptabilité financière. Donc des charges qui sont créées par la comptabilité analytique elle-même et incorporées au coût. Alors, les charges non incorporables, c'est-à-dire les charges rejetées, les charges non prises en compte dans le calcul des coûts en CAC. Donc, nous avons les charges HAO 81, numéro de compte 81, 83, 85. Nous avons les charges à caractère exceptionnel 87 et 89, c'est-à-dire la participation du travailleur et l'impôt sur le résultat de l'année. Et les charges AO ne concernant pas la période d'activité ou non liées donc à la période d'activité. Donc, finalement, nous travaillons en CAGE, en comptabilité analytique, avec les charges AO de la comptabilité financière et les charges supplétives. Donc, une fois en CAGE, en comptabilité analytique, pour le calcul des coûts, les charges incorporables lors du calcul des différents coûts se décomposent en deux catégories. Nous avons les charges directes qui sont directement affectées au coût sans aucune difficulté, donc qui concernent exclusivement ou uniquement
une matière première, un produit, une activité, par exemple. Donc, comme charge directe, nous avons les consommations de matières premières, nous avons la main-d'œuvre directe imputable à un produit spécifique, etc. Mais nous avons également les charges indirectes. Donc, les charges qui concernent plusieurs matières, plusieurs produits à la fois. Donc, il s'agit des frais généraux de production, l'eau, l'électricité, le loyer des installations, etc. Les charges financières, donc, et les charges administratives. Si nous prenons par exemple une entreprise qui produit et vend du pain et du yaourt, euh, la consommation de la farine de blé est une charge directe dans la production du pain. Euh, la consommation du lait est une charge directe dans la production du yaourt. Maintenant, si nous prenons par exemple le salaire du gérant de la boutique, si nous prenons le, le loyer du local et du local servant à la vente de ces deux biens, donc ces deux charges, la somme des charges, donc le salaire et le loyer, sont des charges indirectes, donc liées aux deux produits. Donc, nous allons terminer notre présentation en vous rappelant que les charges directes sont directement affectées au coût et coût de revient, alors que les charges indirectes font l'objet de répartition d'abord dans le TRCI, tableau de répartition des charges indirectes, avant d'être imputées au coût et coût de revient. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.